Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief spécial consacré aux relations Maroc-Algérie avec la France qui a son rôle, qui tient son rôle en Europe. Aujourd'hui, société et chancellerie responsables et contribuables n'ont Dieu que pour la guerre en Ukraine, les avancées russes et l'armement de Kiev. Toutes les discussions actuelles portent sur Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, le gaz et le reste. Mais tout le monde occulte ce qui se passe au flanc sud de cette même Europe, sur la rive méridionale de la Méditerranée. Et que se passe-t-il dans cette région du monde ? Eh bien, une crispation de plus en plus visible d'un régime algérien qui multiplie les signes d'animosité à l'égard de son voisin, le Maroc, rompant les relations diplomatiques pour ne pas faire la guerre, explique son président, alors même que le chef d'état-major et véritable patron du pays multiplie les achats d'armes et se rend à Paris aussi pour y discuter, selon les observateurs, d'armes encore et encore. Alors contre qui s'arme-t-on et pourquoi s'arme-t-on ? Quelles sont les visées réelles d'Alger pour son environnement ? Quelles sont ses relations avec les Russes du Mali et de Wagner dans le même Mali ? Et quel rôle joue la France dans cette région du monde si proche de l'Europe ? Quel rôle devrait tenir enfin l'Europe dans cette même région, carrefour, avec le continent africain ? Alors autant de questions auxquelles nous répondrons, autant de questions et d'autres auxquelles nous répondrons avec nos invités. À partir de Paris, nous sommes avec le professeur Abdelrahman Mkawi. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes Bonjour, cher ami Aziz. Merci, vous êtes professeur d'université et vous êtes aussi expert en questions militaires et de stratégie de défense. Merci d'être avec nous, professeur. Merci. Nous sommes aussi avec maître Jean-François Poli. Bonjour, maître. Ou bonsoir. Bonjour. On a la même heure à Rabat et à Paris. Vous êtes universitaire et avocat. Vous êtes aussi spécialiste en géopolitique. Merci d'être avec nous. Et avec nous sur le plateau, Hassan Alaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique spécialiste de l'Algérie. Et en seconde partie, nous allons être rejoints par Mustafa Tossa, journaliste et analyste politique. Merci à tous d'être là. Je commence par vous, bien entendu. Proximité oblige. Hassan Alaoui, vous êtes sur le plateau. Nous sommes en 2023 et nous sommes à un peu moins de 2 ans de l'élection présidentielle en Algérie. C'est la période traditionnelle où commencent les tractations, les manœuvres. Et le président actuel, Abdelmajid Tebboune, vise bien évidemment un second mandat. Alors quels sont les rapports de force actuels au vu des changements politiques et géopolitiques intervenus dans la région et dans le monde ? Alors, il vise bien, comme vous dites, un deuxième mandat, mais il s'en défend. Il y a quelques semaines, évidemment, il a accordé une interview à la presse algérienne, un organe algérien, et puis il s'en est défendu, évidemment, avec véhémence, en disant qu'il n'y pensait même pas. Pour l'instant, il est préoccupé par les réformes qu'il a engagées, par des décisions à prendre à l'avenir pour son pays. Toujours est-il que, évidemment, formellement, il ne dit pas mot sur ses intentions. En revanche, la réalité nous interpelle. La réalité est que, comme vous dites, il va certainement se représenter, ne serait-ce que pour continuer un petit peu son œuvre et les chantiers qu'il a lancés, qui sont des chantiers à long terme. Ceci d'une part. D'autre part, il faut convenir que M. Tebboune a un pacte très, très concret, officiel, avec l'armée. Et c'est finalement l'armée qui l'a mise en place, qui l'a fait élire, n'est-ce pas, avec, je vais dire, une majorité, mais alors très, très, très courte. Un taux de participation plutôt très étriqué aussi. Et donc, il va devoir rester fidèle au pacte avec l'armée qui est celui de continuer ce que l'Algérie aujourd'hui est en train, de mettre en œuvre, d'engager, qui sont donc ces grandes manœuvres que vous citez, et qui sont entre autres le chantier du Sahel, très très important aujourd'hui parce qu'on va peut-être en parler. La France a demandé à l'Algérie, presque officiellement, de reprendre le flambeau un petit peu dans cette région qui est devenue un véritable couloir de la mort. Et donc la France se retire sur insistance et sur l'appel de beaucoup de présidents africains. Et voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Donc le président Tebboune ne peut pas ne pas rester et ne peut pas se désengager aussi facilement qu'ils le disent ou qu'on ne le pense. Merci pour ce tour d'horizon, Hassan Alaoui, aussi bref que clair et explicite. Vous m'avez demandé d'être bref.
Vous l'avez été. Merci, merci beaucoup. Jean-François Poli. Alors, Emmanuel Macron en Algérie à fin août, Elisabeth Borne avec pratiquement la moitié de son gouvernement à Alger en octobre, le général Saïd Chengraiha, chef d'état-major à Paris en janvier actuellement, et donc un rapprochement dicté par quoi? Par la mémoire historique, la réparation de cette mémoire historique, par le gaz algérien, par la sécurisation de l'uranium nigérien, par ce que disait Hassan Alaoui il y a un instant, par une certaine intervention algérienne sur commande de la France ou sur demande de la France dans la zone Sahel, ou tout cela à la fois. Comment vous voyez ce rapprochement qui est spectaculaire quand même entre Paris et Alger? Oui, en effet. Alors, il doit y avoir une multitude de facteurs, comme vous le soulignez fort justement. Il y a sans doute un premier aspect, c'est celui de l'énergie et du gaz, puisqu'on est confronté à une crise énergétique importante en Europe et en France notamment, et le gaz algérien est important. Et on a vu que Alger a privilégié Rome très récemment dans ses contrats. Et c'est peut-être le moyen pour la France d'essayer de se rapprocher pour pouvoir négocier des contrats ou des offres de fourniture plus avantageuses. Donc il y a sans doute ça. Il y a sans doute aussi le problème du Sahel et la contestation de la présence française dans de nombreux pays d'Afrique, et cette volonté de se désengager et peut-être de mettre en place d'autres forces de substitution. Et ce choix de l'Algérie se fait peut-être sur ces fondements. Alors c'est assez inexplicable et assez inquiétant, parce que ça démontre un parti pris, alors qu'on devrait plutôt se positionner d'un point de vue géopolitique en termes d'équilibre dans cette zone qui est une zone assez où il y a de nombreuses tensions et qui est une zone importante, et où le Maroc, par exemple, joue un rôle important de stabilité. D'accord. Alors, quand vous parlez d'équilibre, effectivement, il y a un certain déséquilibre qu'on pourrait constater ou considérer comme tel. Professeur Abdelrahman Mkawi, actuellement, il y a quelques jours, je pense, il y a le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengraiha, qui était à Paris. La première visite à ce niveau depuis 2006, dit-on, et une rencontre avec le président Macron en présence du chef des armées françaises, enfin du chef d'état-major français. Et ce qui est assez particulier, c'est que cette visite a été médiatiquement et portée sur la place médiatique et portée sur la place publique. Comment considérer, comment analyser cette visite? Qu'est-ce qu'elle a comme portée? Qu'est-ce qu'ils se sont dit ou qu'est-ce qui se serait dit? Comment voyez-vous les choses et qu'est-ce qui se dit chez vous à Paris? Oui, bonjour à tous. Avant de Bonjour. répondre à cette question pertinente, je dois revenir en arrière sur ce qu'a Mhm. dit mon ami Hassan. C'est que depuis 1962, les présidents en Algérie sont désignés par un consensus entre branches militaires rivales. Et c'est toujours le service de renseignement, c'était le COM, c'était le MALG, puis le SM, puis le DRS, puis actuellement des organisations hybrides de renseignement qui désignent le président. Monsieur Tebboune a été désigné par le général Ahmed Gaïd Salah avec une minorité de militaires de l'état-major. Il a été élu à 5, quelque chose par le peuple algérien. Et c'est ça le problème qui se pose actuellement à M. Tebboune. Et ça rentre aussi dans le cadre de la visite du chef d'état-major de l'armée algérienne, l'ANP, à Paris. C'est pour, premièrement, chercher un soutien français direct pour un deuxième mandat de M. Tebboune, qui reste toujours impopulaire dans son pays. Et officiellement, la visite qui a été annoncée, c'est pour préparer la visite du président le mois de mai prochain. Donc, C'est le chef d'état-major qui prépare la visite du président. ce qui est aberrant et ce qui est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout réel, parce que
cette visite a suscité plusieurs interrogations, aussi bien en Algérie que dans la diaspora algérienne, même chez les militaires français, sur les véritables causes de cette visite. Premièrement, c'est chercher la protection et le soutien de la France pour un deuxième mandat de cette façade politique qui est M. Tebboune. Et deuxièmement, déclencher cette mutation, ce changement d'alliance entre la Russie et la France. Les militaires algériens ont évalué la situation. La guerre de l'Ukraine a joué un grand rôle dans cette mutation et dans ce revirement algérien depuis le mois de juin, depuis que l'armée russe a connu quelques défaites dans le Donbass et les militaires algériens ont évalué un peu la défaillance de l'armement russe dans les combats et la stratégie russe et même la stratégie tactique des militaires russes. Depuis le mois de juin, les militaires algériens ont évalué la situation que la Russie va vers la défaite dans cette guerre et qu'ils doivent vraiment réaliser ce changement avant leur chute avec le régime russe. Cette alliance ou cette nouvelle alliance, parce que n'oublions pas que l'armée algérienne, depuis 1962, est la création des Russes. Et on trouve dans tous les casernes, comme disait un ami militaire algérien, deux choses, Zatla, la drogue, et un militaire russe dans toutes les casernes algériennes. Donc depuis 1962, l'armement... Et on peut changer, excusez-moi, professeur Mekaoui, on peut changer d'alliance aussi facilement que ça. L'armée algérienne est équipée d'armement russe? Non, c'est-à-dire les Français ont besoin des Algériens dans le Sahel parce que du point de vue opérationnel, du point de vue logistique, du point de vue armement, il est impossible que l'armée algérienne se changera d'un jour à l'autre parce que tout l'armement algérien, à 95%, est russe. Donc, on ne peut pas importer. On peut importer de l'armement français, mais le stocker, et c'est la rentabilité improbable. On voit qu'il y a beaucoup de stocks d'armement russe qui connaissent la rouille, qui connaissent dans plusieurs endroits en Algérie et surtout dans le sud algérien. Donc, l'armement russe, français, oui. Les Algériens sont prêts à mettre sur la table entre 5 et 7 milliards de dollars de leur budget. Alors, on reviendra, si vous voulez bien, professeur Mekaoui, on reviendra justement sur ces questions financières, sur le budget qui a été multiplié par 2 et quelques, le budget militaire algérien. Nous y reviendrons dans un instant, mais je voudrais, avant, vous faire réagir sur cette question de changement d'alliance, Hassan Alaoui, de changement d'alliance de la Russie à la France. Ça se décide comme ça Alors, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu deux changements de braquet, comme on dit, c'est-à-dire celui de la France et celui de l'Algérie. Celui de l'Algérie, comme a dit Mekaoui, c'est simplement le paradigme inédit, le paradigme nouveau qui est celui de rejeter presque la Russie, tout simplement. Alors que même que le ministre russe des Affaires étrangères commence une tournée à partir d'Afrique du Sud vers, pour visiter certains pays africains, dont le Maroc, dit-on, et pas l'Algérie, paradoxalement. L'autre braquet, c'est celui de la France, évidemment, qui est obligé d'abandonner le Sahel. Et Dieu sait que le Sahel, il n'y a que, selon Paris, que l'Algérie qui peut le gérer. Parce que c'est elle qui a fait venir, c'est elle qui gère les groupuscules djihadistes. N'oublions jamais que ces groupuscules djihadistes, que ce soit AQMI ou les autres, tous les autres, Belmokhtar et tout ça, c'est quand même, ils sont d'origine algérienne, ils sont nés sur une terre algérienne. Donc la France considère que la gestion de cette zone grise où
il y a du trafic de toutes sortes, de l'or, des armes délaissées par Kadhafi, je veux dire de la cocaïne et tout ça. Il y a donc, c'est une mission difficile qui est confiée amicalement, demandée amicalement par Paris à Alger. Mais ce qu'il faut voir au-delà, et je me permets rapidement de parler de ça, c'est un petit peu les conséquences sur le Maroc. C'est-à-dire, en fait, la France dit carrément à l'Algérie, vous reprenez le dossier difficile du Sahel, vous nous débarrassez de ça, et nous, bien entendu, on va vous soulager par rapport à votre ennemi historique qui est le Maroc. Alors je vous arrête là, que les choses sont faciles, Hassan Alaoui. Je voudrais citer deux. Ne me dites pas citations. La déclaration hier de la porte-parole du Quai d'Orsay. On y vient. Non, pas on y vient tout à l'heure. En deuxième partie, on y viendra certainement. Alors, ce sont deux déclarations des deux chefs d'État algériens et français. Donc, fin décembre 2022, au Figaro, le président Abdelmadjid Tebboune disait ceci, pour expliquer la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Nous avons rompu les relations pour ne pas faire la guerre. Début janvier, c'est-à-dire une dizaine de jours plus tard, Emmanuel Macron, dans une interview à Kamel Daoud sur le Point, je ne crois pas que la guerre entre le Maroc et l'Algérie soit une réalité qui va survenir. Par contre, je vois la spéculation chez les uns, le fantasme chez les autres et même la volonté de guerre chez certains. Est-ce que donc le Maroc devrait s'en inquiéter? Est-ce que la France devrait s'en alarmer? Jean-François Pauly, quel est votre avis là-dessus? Alors, ce sont des prises de position assez ambiguës. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Parce que le Maroc est un allié et un ami historique de la France depuis fort longtemps, évidemment, comme on sait, et c'est un acteur essentiel dans toute la zone, dans toute la zone d'Afrique et pour ce qui concerne les équilibres plus largement avec l'Afrique subsaharienne. Donc, il convient pour la France, et d'un point de vue géopolitique, d'être très prudent et encore une fois de maintenir ces équilibres et de ne pas négliger cet allié essentiel qu'est le Maroc et qui a joué un rôle déterminant pour la gestion des flux migratoires dans un cadre afin d'assurer la sécurité de l'ensemble de la zone et plus largement la sécurité de l'Europe. C'est un acteur donc essentiel qu'on ne peut pas négliger et on ne peut pas privilégier l'Algérie au détriment du Maroc comme ça semble être le cas en ce moment. Est-ce que l'Algérie est fiable pour ce rôle qui lui est réservé maintenant, enfin qui lui est assigné, on va dire, entre guillemets, par la France, Jean-François Pauly? Et juste après, Abdelrahman Mkawi, sur cette question, est-ce que l'Algérie est fiable? Compte tenu de son revirement d'alliance qui semble se produire actuellement, on peut douter de la fiabilité, puisqu'elle était tournée davantage vers la Russie, et maintenant il semblerait qu'elle tourne kazakh pour on ne sait pas trop quelle raison. Donc en termes de fiabilité, ça donne à réfléchir et ça pose question. Donc on devrait être extrêmement prudent et attentif à l'absence de permanence d'une position et donc à une absence de fiabilité, alors que si on fait une comparaison avec le Maroc a toujours eu une position constante d'amitié avec la France. Abdelrahman Mkawi, rapidement, Hassan, très rapidement, après. Je souscris à ce que dit M. Pauly, c'est que, en fait, le Maroc propose une coopération verticale qui est faite basée sur l'économie, le développement, le commerce, les services, la présence vraiment en termes d'investissement en Afrique et tout ça, c'est ce qu'on peut appeler une ligne verticale. Il ne propose pas, si vous voulez, un paradigme de guerre ou conflictuel ou d'achat d'armes ou quoi que ce soit de ce genre. Et c'est pour ça que l'optique est différente par rapport, évidemment, à ce qui se passe aujourd'hui et qui fait que le Maroc restera, bien entendu, l'allié, bien sûr, entre guillemets, mais l'allié maintenant qu'il faut absolument qu'il révise aussi ses propres... pluriséculaire. Alors, même question pour vous, professeur Mkawi, sur ce bruit de bottes qu'on entend, qui est inquiétant au Maghreb, et puis sur cette question de la fiabilité de l'Algérie comme soutien, encore une fois, français au Sahel. Non, comme j'ai dit, que l'Algérie dispose d'un ensemble de réseaux
et d'un ensemble d'antennes de renseignement militaire. La direction centrale de la sécurité de l'armée algérienne de l'ANP dispose d'un ensemble de stations dans tous les pays du Sahel. Et elle a même des affinités avec quelques chefs d'État du Sahel. L'intérêt et la compatibilité entre la France et l'ANP, c'est les centres de l'uranium. Comme vous savez que le président Macron s'est lancé dans une politique de tout nucléaire, de centrales nucléaires pour assurer l'énergie en France. Ça, c'est très important pour les Français et pour la France. Donc, mais c'est un bourbier, et j'ouvre une parenthèse ici, un sondage qui a été réalisé par la Direction centrale de la sécurité de l'armée algérienne dans toutes les casernes, montre que la majorité des éléments de l'ANP sont contre leur intervention au Sahel. Ça, c'est de un. De deux, c'est que c'est un bourbier pour l'Algérie et que c'est un début de déclenchement de l'effondrement du système politico-militaire algérien. Trois, il y a une position ferme de l'opposition algérienne, soit en Algérie, soit dans la diaspora, selon laquelle si M. Chengriha lance des opérations au Sahel, l'opposition va demander la rébellion des éléments de l'ANP. Rapidement. Éléments que la France doit prendre en considération dans cet alignement dans la coopération sécuritaire avec l'ANP. Alors rapidement, professeur Mkawi, professeur Mkawi, s'il vous plaît. Très rapidement, parce qu'il nous reste... qui a signé la feuille de route avec le ministère des Armées français dans la coopération sécuritaire et militaire, n'était accompagné que de 2 personnes, de son directeur de cabinet et de son fils, commandant Shafiq Chengriha, qui est attaché militaire à Paris. Rapidement, je voudrais vous poser une question, professeur Mkawi. Je voudrais vous poser une question très rapidement pour revenir sur la question du budget militaire algérien qui passe de 9 milliards, de 10 milliards à peu près à 23 milliards. Et on en parlait tout à l'heure lors de votre précédente prise de parole. Est-ce qu'on peut considérer que la France est aussi intéressée par une bascule d'une partie au moins de cette manne de au moins 12 ou 13 milliards de dollars vers ses caisses pour vendre son armement à l'Algérie? Est-ce que c'est ça aussi qui fait courir Paris? Professeur Mkawi, vous m'avez entendu? Oui, donc pour la question du budget, comme vous savez que le budget initial était arrêté à 22 milliards,7, mais sous les menaces de sanctions américaines et de l'OTAN et de la Grande-Bretagne, l'ANP et l'état-major étaient obligés de réduire ce budget à 18 milliards. Et à diversifier selon le souhait américain leur achat d'armement. Et je pense qu'une partie de ces 18 milliards va venir à Paris pour alimenter l'industrie d'armement français. Et comme vous savez que même la France commence à se déshabiller dans la question de l'industrie d'armement. Ils ont un déficit, par exemple, dans les chars. Merci à vous. 200 chars Leclerc. Merci à vous. C'est Abdelrahman Mkawi. Le temps presse, vous savez que l'horloge tourne. C'est la fin de la première partie. Je vous dis au revoir parce que vous avez des engagements donc, qui vous feront que vous ne pourrez pas être avec nous en deuxième partie. Merci d'avoir été avec nous lors de cette première partie. On se retrouve dans quelques instants après la pause. C'est parti donc pour la deuxième partie de ce débrief spécial consacré aux relations entre le Maroc et l'Algérie, avec la France en filigrane et aussi cette relation, cette zone Sahel qui inquiète un peu tout le monde. Donc tout ce qui se passe dans cette région du monde, pour celles et ceux qui nous rejoignent
Bonsoir. Nous en parlons avec Jean-François, maître Jean-François Poli, à partir de Paris, universitaire et spécialiste en géopolitique. Monsieur Mustapha Tossa, journaliste et analyste politique bien connu. Et sur le plateau, Hassan Alaoui, journaliste aussi et spécialiste de l'Algérie. Donc, monsieur Mustapha Tossa, bonjour. Bonjour. Alors, en première partie, j'ai posé une question sur des déclarations des présidents Tebboune et Macron. Je voudrais vous faire réagir dessus aussi. Je vous l'ai redit. Donc, Monsieur Tebboune, à fin décembre 2022, nous avons rompu les relations avec le Maroc pour ne pas faire la guerre. 15 jours après, Emmanuel Macron, sur le point, je ne crois pas que la guerre entre le Maroc et l'Algérie soit une réalité qui va survenir. Par contre, je vois la spéculation chez les uns, le fantasme chez les autres et même la volonté de guerre chez certains. Est-ce qu'on devrait se réaction? Oui, on devrait s'en inquiéter parce que, pour la simple raison que le président de la République française évoque le mot guerre, même si il s'emploie à le nier et à prononcer une dénégation et à nous faire croire que, selon sa conviction, il n'y aura pas la guerre. Mais le fait que le président français, dans ce contexte effervescent et brûlant, puisse prononcer le mot guerre, ça devrait nous inquiéter davantage. Et encore, on a la réaction du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui dit que la coupure des relations diplomatiques était une alternative à la guerre. Donc il y a le cauchemar, il y a l'ambiance de guerre qui règne sur cette région. Et cette déflagration, elle peut arriver à n'importe quel moment. On ne sait pas quand cela peut arriver, mais c'est un scénario tout à fait possible et tout à fait plausible, y compris à travers ce que le président de la République française dit. Et selon vous, ils se sont dit quoi, le général Saïd Chengraiha et Emmanuel Macron? Selon moi, ce voyage de Chengraiha vient comme une concrétisation du pacte politique et sécuritaire qui a été signé entre Emmanuel Macron et le régime algérien le mois d'août dernier quand Emmanuel Macron a visité l'Algérie. Il vient incarner aussi ce contrat d'armement que la France se dit prête à livrer à l'Algérie parce qu'il y a un gâteau, il y a un budget énorme à prendre. Et ça nous dit aussi que d'une manière ou d'une autre, sur la région du Sahel, sur la région Nord-Afrique, Paris a choisi son partenaire, a choisi son chevalier, a choisi son pion dans la région, qui est le régime algérien. Alors, la France a profité aussi des faiblesses du régime algérien qui s'est senti isolé depuis un certain nombre d'années, sous pression américaine de devoir diversifier son armement. Et la seule bouée de sauvetage pour sortir ce régime algérien de son isolement régional et international, c'est la France. Même la Russie, les relations avec la Russie commencent à se détériorer et on en a eu pour preuve l'annulation des manœuvres militaires communes à la frontière marocaine entre l'Algérie et la Russie. On en a eu encore pour une preuve beaucoup plus éclatante le report à des calendes grecques de la visite d'Abdelmadjid Tebboune à Moscou. Donc le régime algérien, il est isolé, il est seul. Le seul espoir de sortir de cet isolement est d'avoir le parapluie français. Et les Français ont profité de ce contexte, de cette équation nouvelle pour imposer leurs conditions financières, économiques et stratégiques. Et donc, il y a eu ce rapprochement et qui va être encore plus concrétisé lorsque Abdelmadjid Tebboune va venir à Paris le mois de mai prochain. Alors, Jean-François Poli, quand il se passe des choses comme ça, ce sont quand même des bascules qui sont assez considérables, géopolitiques et géostratégiques. L'armée française, qui elle, a une tradition et une histoire que nous connaissons bien, n'a-t-elle pas son mot à dire? Quel est, selon vous, comment l'état-major des armées françaises voit les choses dans cette question de choix apparemment algérien ou peut-être un recul par rapport au Maroc? Je crois que l'armée française a une tradition d'obéissance au pouvoir politique, sauf dans des circonstances extrêmement exceptionnelles, mais qui ne me semblent pas être présentes en l'espèce. Et donc, elle suivra les ordres que lui donnera le pouvoir politique, même si, au fond, certains peuvent ne pas être d'accord ou être opposés à une nouvelle stratégie. Il y aura sans doute peu de réactions. Hassan Alaoui, quand on s'arme, on a beaucoup parlé d'armement, on a parlé de cette bascule
géostratégique algérienne de la Russie vers la France, qui reste quand même approuvé dans les faits, on verra bien. Alors, on a parlé aussi de ce passage de 10 milliards à 23 milliards de budget militaire. Alors, quand on s'arme, c'est qu'on s'arme contre quelqu'un, forcément, parfois même contre bien son sûr, peuple. vous savez, alors, contre qui s'arme l'Algérie? Et réponse à la question, à la lumière de ce changement dans la constitution algérienne qui permet désormais à l'armée algérienne de se projeter au-delà des frontières. C'est ce que j'allais dire. Moi, je voulais mettre en évidence quelque chose, c'est que l'armement algérien ne date pas d'aujourd'hui. Il ne s'arrêtera pas de toute manière tant que le régime militaire est présent et très présent, omniprésent dans ce pays. Souvenez-vous, si vous voulez bien, en 1968, Feu Hassan II avait écrit une lettre incroyable au secrétaire général des Nations Unies à l'époque qui s'appelait M. Hutant, donc, et qui le mettait en garde contre cette propension du pouvoir algérien à s'armer, déjà en 68-69. Donc, et depuis, la guerre, évidemment, je veux dire avec l'Algérie aidant, l'affaire du Sahara, l'humiliation qu'a subie Chengriha en 76, il faut toujours le rappeler, n'est-ce pas? Parce que Chengriha a été capturé, n'est-ce pas, dans le territoire marocain, donc au Sahara, dans la fameuse bataille d'Amgala. Il a été fait prisonnier et relâché après. Il n'a jamais oublié ça, de toute façon. Donc, il a une rancune. Il y a ces éléments objectifs et subjectifs. Donc, on s'arme pour faire la guerre, de toute façon. Tout état de cause, c'est l'Algérie. Elle va faire la guerre contre qui? Contre la Tunisie, elle l'a bouffée. Excuse-moi l'expression, contre la Libye et les... non, se projeter dans la zone Sahel, par exemple. Puis, il y a eu cette affaire qu'on a changé la Constitution pour permettre à l'armée algérienne d'intervenir sur un champ extérieur. Évidemment, aujourd'hui, cette phrase de la Constitution est rappelée par, par le président français pour la mettre en œuvre aussi. Mais là, c'est ce que je veux souligner, vous ne m'avez pas laissé tout à l'heure terminer, c'est que... La contrepartie de ça, c'est que l'Algérie a demandé à la France, si vous voulez, de l'aider dans cette histoire, si vous voulez, du Sahara, tout simplement. Et Macron a dit, oui, vous agissez pour nous dans le Sahel, on va tout vous laisser, n'est-ce pas? Et nous, évidemment, on va titiller, ou peut-être plus, le voisin historique qui est le Maroc, qui vous embête. Et on a vu le vote du 19 décembre dernier, n'est-ce pas, du Parlement européen contre le Maroc, où au moins 5 à 6 éléments sont pro-algériens et d'origine algérienne. Il y a eu 2 femmes, je cite leur nom, vous le savez, et puis un monsieur qui travaille... Rachida Deli et Selma Yenboub, je crois. Et puis une Marocaine qui les a reliés ici, n'est-ce pas? Et puis le fameux représentant donc, du groupe Renaissance et tout, de Macron, qui ont agi, qui étaient à la manœuvre ouvertement pour faire voter cette résolution. Donc il y a le deal, il y a le deal. Et tout ce qui vient après, l'histoire, et je la répète, de la porte-parole du Quai d'Orsay pour nous amadouer, c'est vraiment, excusez-moi, c'est du pipeau. Donc il faut arrêter maintenant, il faut que le Maroc maintenant réagisse et prépare aussi sa politique. Alors, Mustapha Tossa, est-ce que, avec tout ce qui est en train de se passer actuellement, je n'ai pas l'impression qu'au niveau français, ou peut-être c'est une défaillance de ma part, qu'il y ait une véritable compréhension de ces enjeux qui sont en train de se dessiner. Je parle des médias, je parle de la classe politique française, ce genre de bascule qui est en train de s'opérer. Est-ce que c'est véritablement compris ou alors c'est un peu ignoré ou marginalisé avec la guerre en Ukraine, avec le problème des retraites, enfin avec tout ce qui se passe en France? Non, c'est vrai que la guerre en Ukraine écrase tout. Et donc, il y a d'ailleurs le débat aujourd'hui en France, c'est est-ce que la France a les moyens d'envoyer Charles Leclerc à Ukraine comme Macron l'a promis ou pas. Donc, c'est vous dire à quel point on ne parle pas beaucoup du Maghreb, ni même de cette visite de Chengriha, à part les spécialistes qui s'intéressent particulièrement à la relation France-Maghreb. Aucun média de grande audience n'en parle. Je voudrais aussi, pas tempérer, mais juste exprimer une forme de réserve. Quand la porte-parole de la diplomatie française dit qu'il n'y a pas de crise entre la France et le Maroc,
Il n'y a pas de crise au sens classique, au sens spectaculaire. Il n'y a pas de rupture de relations diplomatiques. Les ambassadeurs, il y a un ambassadeur français on n'en est pas là. On n'en est pas là. Voilà, mais il y a un froid, il y a une divergence. C'est pour ça que quand elle dit il n'y a pas de crise, elle a raison, il n'y a pas de crise. Parce que le jour où il y a une crise, la crise diplomatique, on sait ce que c'est. Pendant la période Hollande, quand il y avait l'histoire de la brouille franco-marocaine, là, il y avait une crise. Là, il y avait la suspension des conventions judiciaires, il y avait une guerre de tranchées, entre guillemets. Alors, pour revenir au Parlement français, ce que dit l'État français, et dans la vue sur la bouche de cette porte-parole, mais aussi on le voit aussi dans d'autres milieux, ils disent que pour eux, il y a une séparation des pouvoirs, aussi bien en France ou dans les démocraties européennes qu'à l'intérieur du Parlement européen. Ce que dit le Parlement est différent de ce que dit la Commission ou ce que dit le Conseil ministre, qui est l'instance qui dirige l'Union européenne. Donc, il laisse à ce Parlement européen la marge de manœuvre d'agir et d'exprimer des opinions. Sauf que là où ça fait mal et ça porte atteinte à l'image du Maroc, c'est que, et ça cible particulièrement le Maroc, c'est que cette histoire de liberté de presse et de droits de l'homme, pourquoi ils n'en ont pas parlé pendant des années et pourquoi, alors qu'il y a d'autres pays, notamment algériens et tunisien où les droits de l'homme et la liberté de la presse n'est pas du tout respectée, personne ne lève le petit doigt. Dans les pays arabes, pareil, sauf le Maroc. Donc c'est le timing de cette attaque contre le Maroc. Oui, effectivement, dans ce cas-là, on peut parler de tension, parler de divergence, mais de crise politique, de crise diplomatique, moi je n'utiliserai pas ce mot parce qu'il ne reflète pas la réalité. Vous savez, dans une crise, il y a des degrés. Quand vous avez l'amitié qu'il y a entre Rabat et Paris, qui est connue, qui est historique, qui ne remonte pas à 5 ans, 10 ans, ou même 100, mais beaucoup plus, et puis vous voyez que il n'y a pas trop de visites, il n'y a pas trop de relations, il n'y a pas trop de discussions. Et puis quand on vient dire il n'y a pas de crise, c'est qu'en creux, ça veut dire qu'il y en a une. Non, vous ne voyez pas des choses comme ça? Bien sûr qu'il y a une crise. Bien sûr, Mustapha, excusez-moi, il y a une crise. Réaction de Hassan Alaoui. C'est que, tout simplement, il y avait des missions. La coopération judiciaire est arrêtée, au moins pour 6 mois, vous le savez. La coopération, je veux dire, des échanges entre les missions parlementaires et tout ça, ça a été arrêté. Donc, on ne peut pas imaginer autre chose pour décrire une crise que ces éléments factuels, bien entendu, mais qui sont à long terme et à moyen terme décisifs, qui régissent un petit peu la relation. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des députés presque proches de Macron qui ont été à la manœuvre pour faire voter la fameuse résolution du 19 décembre. Et donc, comment voulez-vous décrire autre chose? Ça y est. 19 janvier. 19 janvier, pardon. Au Parlement européen. Et voilà, la visite de Macron, qui devait être, soi-disant, qu'il a annoncé lui-même, je lui ai dit, intuitif personnel, elle n'aura pas lieu. Alors, elle n'a pas été annoncée par lui, elle a été annoncée par les 2 ministres des Affaires étrangères, Nasser Bourita et Catherine Colonna, pour le premier trimestre 2023. On laisse Moustapha Tossa réagir rapidement. Oui. Oui, alors imaginons par exemple, moi c'est juste pour revenir au Parlement européen, imaginons par exemple le Parlement français. Imaginons le Parlement français, c'est Hassan ou c'est Aziz, vous connaissez très bien la composition du Parlement français, la composition des forces politiques au sein du Parlement français. Imaginez qu'un député communiste ou un député de la France insoumise lance une attaque contre le Maroc. Est-ce que ça veut dire que l'Élysée, que le Quai d'Orsay adopte ou bénit cette démarche? Ça peut être une manière de ce parti politique-là qui a des comptes à rendre, qui a obéi à un agenda particulier, et il lance cette opération. C'est Hassan, évidemment, vous avez raison quand vous mettez le doigt sur des personnalités proches de Macron. Donc oui, il y a ça. Mais dans l'absolu, on ne peut pas mettre sur le dos de l'institution européenne tout ce que viennent de faire quelques parlementaires qui ont obéi à un agenda. Sans doute, ils ont été payés pour, mais c'est uniquement... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas, et d'ailleurs, ça aussi, c'est une petite erreur de notre part, il ne faut pas donner trop d'importance à quelques positionnements d'un groupe parlementaire qui est déjà discrédité même au niveau des pays européens. C'est clair. Merci. Alors, Jean-François Pauly, je voudrais encore une fois revenir avec vous sur cette question du Sahel. Il y a on a posé une question au ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et aussi au président Tebboune sur Wagner, sur le groupe Wagner au Sahel. Il y a eu des réponses, on va dire, correctes, diplomatiquement très, très correctes. Alors, est-ce que vous pensez que
deux questions en fait. Est-ce que vous pensez que, l'Algérie peut véritablement se projeter à la place de la France, comme il a été dit ici et là, pour rétablir l'ordre français plus ou moins au Sahel? Et est-ce que vous pensez, vous avez effleuré la question tout à l'heure des États-Unis, est-ce que vous pensez que les États-Unis n'ont pas un rôle à jouer quelque part là-dedans d'une manière beaucoup plus ferme et affermie que ne pourraient le faire les Algériens? Les Américains qui par ailleurs sont des alliés clairs et francs et massifs, si j'ose dire, des Marocains. Oui, alors est-ce que l'Algérie a la capacité de se projeter? C'est un territoire qui est quand même très vaste. Du point de vue intérieur, l'Algérie doit faire face quand même à des tensions, même si elles sont jugulées. Mais il y a quand même une sorte, des grandes incertitudes pour maintenir un état de paix intérieure, entre guillemets. Donc si on projette des troupes à l'extérieur, ça veut dire qu'on va concentrer des moyens même si l'Algérie a beaucoup de moyens, vers l'extérieur sur une zone extrêmement vaste, sur une zone qui est quand même très difficilement contrôlable. Donc ça peut poser des problèmes et on peut douter de la capacité sans doute de l'Algérie de maintenir, une sorte de sûreté, une pacification entre guillemets de cette zone. Sur le deuxième aspect, sur le rôle des États-Unis, c'est effectivement une question qui se pose. Ensuite, la réponse, c'est celle de savoir si cela peut contribuer à maintenir un équilibre. C'est toujours la même question d'équilibre entre les différents pays d'Afrique, notamment entre le Maroc et l'Algérie. Ça serait une sorte d'État tiers qui interviendrait sans que d'aucuns puissent prendre parti en faveur de l'Algérie ou du Maroc, comme c'est le cas, semble-t-il, pour la France actuellement, qui prend plutôt parti. Il y a plusieurs signes qui inclinent à penser que la France prend plutôt parti de l'Algérie, des signaux faibles en quelque sorte, mais il n'y a pas de crise ouverte, mais diplomatiquement, on identifie quand même une prédilection de la France en faveur de l'Algérie dans une sorte d'opération générale où les cartes sont rebattues et pour l'instant, on ne voit pas trop les contours, mais il y a quelque chose qui se passe, quoi qu'il en soit, de façon indubitable. Et je n'ai pas posé la question sur ça, je vous l'adresse à vous, Mustapha Tossa. Et les Russes dans tout ça, ils ne réagissent pas quand ils voient ce qui est en train de se passer. En première partie, vous l'avez certainement entendu, il a été dit qu'il y a une bascule de Moscou à Paris pour les Algériens. Les Russes ne réagissent pas, les Russes ne disent rien, les Russes, tout se passe très bien pour eux, au niveau algérien? Très bien pour eux. La preuve, c'est que récemment, il a été question d'une volonté russe d'annuler la visite de Abd Tebboune. Et pour eux, le fait que Chengriha aille à Paris pour signer des contrats d'armement, des traités de défense, et pour justement, et le fait aussi que l'Algérie puisse aider de manière substantielle l'Europe dans sa crise gazière et énergétique, ça, les Russes ne vont pas le prendre comme une démarche tout à fait normale. Ils vont aussi, je suis sûr qu'ils vont aussi revoir leur relation intime avec le sérail militaire russe et leur stratégie. Mais tout ça, moi je crois que cette question russe-Algérie va être reportée un petit peu pour voir jusqu'où va la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Parce que la Russie est tellement occupée aujourd'hui dans sa guerre avec l'Ukraine qu'il n'a pas le temps diplomatique, si je peux m'exprimer ainsi, pour traiter la question algérienne à chaud. Voilà. Mais moi, Aziz, je voudrais revenir. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué en première partie, mais il y a un point qui m'intéresse particulièrement dans la visite de Chengriha en France et qui interpellerait la France de manière directe. C'est si, par exemple, on signe un contrat d'armement, de vente d'armement à l'Algérie et qu'on donne des pièces extrêmement efficaces, modernes, un armement qui ne ressemblerait pas à l'arsenal russe, qu'on donnerait ça à l'armée algérienne et qui finirait chez le Polisario. Et ici, la question qui est souvent évoquée, c'est celle des drones. Des drones français européens achetés par l'Algérie et qui finirait chez le Polisario. Là, ça va être un tournant de la guerre et de la stabilité dans la région. Et on sait que les Algériens avaient déjà essayé d'acquérir des drones iraniens pour les donner au Polisario. Là, la responsabilité, entre guillemets, morale, diplomatique et stratégique de la France est
est ouvertement engagée. Le pronostic et la responsabilité de la France est volontairement engagée si l'armement qu'elle donne à l'Algérie est utilisé et demain utilisé pour attaquer le Maroc. Ça, c'est une vraie question stratégique et militaire qui est posée dans la relation entre la France et le Maroc actuel. Jean-François Poly, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter sur ça, cette question qui a été soulevée par Mustapha Tossa, sur le fait que les armements qui seraient livrés par la France à l'Algérie pourraient se retrouver entre les mains du Polisario? Oui, effectivement, il y a un risque, et c'est une question qu'il faut se poser, parce que quand on donne des armes, soit on exige des garanties quant à leur utilisation, mais si on n'exige aucune garantie, celui qui les détient peut faire ce qu'il veut. Et on connaît et on sait que c'est l'Algérie qui finance, qui arme le Polisario et qui entend maintenir une tension avec le Maroc sur ce point pour porter atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc. Donc il y a un réel risque d'escalade. C'est sûr que quand on fournit des armes, il y a un risque que ceux auxquels on les fournit s'en servent, et s'en servent dans de mauvaises intentions. Et la question est de savoir si la France, si elle fournit des armes à l'Algérie, est-ce qu'elle pourra contrôler leur utilisation et s'assurer qu'elles ne soient pas utilisées contre un allié séculaire de la France qui est le Maroc. Donc c'est une vraie question et c'est un vrai risque. Merci à vous. Ça compliquerait singulièrement les choses, vu que le Maroc est allié majeur non membre de l'OTAN, qu'il y a les États-Unis, et puis ce serait quelque chose de particulièrement inamical et irresponsable aussi, ça se passait. Espérons que non. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Jean-François Poly et merci Mustapha Tossa à partir de Paris. Merci à vous Hassan Alaoui. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce débrief spécial Maroc-Algérie, relations Maroc-Algérie et perspectives. Merci à vous.